Vous êtes notre troisième invitée pour l'ouverture de cette table ronde. Vous êtes polytechnicienne, chercheuse en physique théorique au CNRS, au laboratoire de physique des solides à l'université Paris-Saclay. Votre goût pour les sciences et tout particulièrement les mathématiques n'a d'égal que celui que vous nourrissez pour les lettres, arabes et françaises. De nationalité franco-tunisienne et de culture spirituelle musulmane soufie, vous nous en parlerez beaucoup, vous êtes une globe-trotteuse guidée par le goût des équations, mais aussi du dialogue interdisciplinaire et interculturel. Vous prônez une tradition spirituelle articulée entre beauté, amour et connaissance. Un portrait dans le monde vous a décrite comme la diplomate de l'islam. Votre trajectoire vous a amené à traverser d'abord la Méditerranée, de Tunisie à la France, puis l'Atlantique, de la France aux États-Unis, où vous avez étudié à l'université Rogers au New Jersey. C'est là que vous êtes tombé dans la marmite de la physique quantique. Discipline qui vous paraissait absolument irrésistible, puisque, je vous cite, « elle vous pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses », ce qui promet, et nous invite à la perplexité. C'est au nom de cette perplexité et de l'amour des questions que je suis heureuse de vous inviter à prendre la parole sur un thème que vous nous proposez, la matière, le peu que nous en savons et tout ce que nous en ignorons. Bonjour à tous. Merci infiniment aux organisateurs de m'avoir invité à ce bel événement. Merci infiniment, Marie-Gabrielle, pour cette présentation trop élogieuse et poétique qui me va tout à fait. Alors, je peux supposer que vous avez entendu parler du prix Nobel qui a honoré la physique quantique cette année. Et en particulier, parmi les lauréats figure mon ancien professeur à Polytechnique, Alain Aspect. En fait, c'est là où j'ai commencé à avoir du goût pour la physique quantique avant d'aller aux États-Unis. J'ai failli par ailleurs accepter sa proposition de faire une thèse, mais j'ai préféré finalement la voie de la physique théorique. Je suis très heureuse aussi de voir que Nicolas Gisin est ici et je tiens aussi à rendre hommage aux expériences fabuleuses qu'il a pu réaliser et reproduire donc, dans la continuité de ce premier travail d'Alain Aspect. Donc je suis vraiment contente pour Alain Aspect. La reconnaissance est enfin arrivée, elle a mis un peu de temps. Alors je fais de la théorie, en fait dans ma recherche, j'obtiens des résultats théoriques, mais qui ne sont pas déconnectés de la réalité en quelque sorte, et qui ont pu être dans plusieurs circonstances testés expérimentalement par des groupes, des collaborateurs expérimentateurs. Et cela, ça a été fait avec une grande précision. Et évidemment, je ne suis pas la seule, puisque plusieurs expériences en physique quantique ont obtenu des prédictions très précises, ce qui fait que c'est aussi ce qui explique que la physique quantique a révolutionné nos modes de vie, de communication, avec des retombées technologiques que je ne vais pas énumérer ici. Mais, en contraste avec cette précision, il y a quand même des lois qui restent très énigmatiques. Et incroyable. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que la physique quantique nous permet de prédire, mais ne permet pas de décrire ce que c'est vraiment que la matière, ou en tout cas ce que c'est qu'un fond de matière. Et afin de vous en donner une intuition, je vais utiliser une métaphore que j'utilise souvent dans mes conférences de vulgarisation, à savoir une fève quantique. Cette fève quantique, elle ne peut avoir que deux couleurs. Donc la propriété, couleur, est ce qui m'intéresse ici. Je vais dire que c'est rouge ou vert. Donc couleur verte ou rouge. Et ce qui est déjà une étape un peu pas très ordinaire, c'est qu'à cette couleur, je vais pouvoir associer une flèche. Et pour les deux couleurs, je vais choisir des flèches qui sont perpendiculaires entre elles. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que ces deux flèches donc, ont la même longueur. Elles vont décrire, leur pointe va décrire un cercle. Mais si je me place, je considère une flèche intermédiaire, qui est en fait la somme vectorielle, pour ceux qui savent ce que c'est que la somme vectorielle des deux flèches, et bien ça aussi, ça décrit, ou ça peut être associé à un état de la fève. Et c'est là que les problèmes vont commencer. C'est vraiment le principe le plus mystérieux et essentiel de la physique quantique, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition.
Parce que cette troisième flèche qui est entre les deux, à quelle couleur est-ce qu'elle correspond? En fait, à aucune couleur. Il ne faut pas croire que c'est parce que j'ai mélangé la couleur verte et la couleur rouge que je vais obtenir la couleur marron. Pas du tout. Donc la couleur associée que va décrire, on va dire de la fève quand elle est décrite par cette flèche, est complètement indéterminée. Alors maintenant, je suis têtue et je veux absolument voir quelle est la couleur de la fève quand même quand elle est associée à cette flèche. Ce que je fais, c'est que je vais faire une observation, parce que je cherche à définir une propriété qui m'est habituelle d'après mon monde classique. Et bien là, le résultat de mon observation peut être, d'une façon égale, une chance sur 2 d'avoir la couleur verte, d'observer une couleur verte, et une chance sur 2 d'observer la couleur rouge. Et c'est un résultat complètement aléatoire que je ne pouvais pas déterminer en avance. C'est une propriété qui n'était pas déterminée avant que je fasse l'observation. Je n'ai aucun moyen de la déterminer, et donc c'est un petit peu comme si la fève avait fait son choix de couleur sur un coup de tête. C'est comme si aussi je l'obligeais à faire ce choix juste au moment où je la fais subir à un interrogatoire « Quelle est ta couleur ?» Mais une fois que la fève choisit cette couleur, sa couleur devient déterminée. Donc elle revient à l'une des deux flèches, rouge ou verte. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle devient, entre guillemets, classique. Alors, à quoi servent ces flèches? À quoi ça correspond? Ce qu'il s'agit, ce sont des entités mathématiques, purement mathématiques, qui me donnent des outils de calcul. Le calcul de quoi? Le calcul de probabilité d'observer la couleur rouge ou la couleur verte. En fonction de la position de la flèche dans mon cercle, je vais avoir des probabilités différentes. L'exemple dont je vous ai parlé, c'est le cas où j'ai une somme avec des poids égaux pour les deux flèches. Et une erreur très fréquente consiste à penser que ce sont des probabilités que la fève soit de couleur verte ou de couleur rouge. En fait, on ne peut pas évoquer être dans ce cas-là. Alors, je vais essayer maintenant faire une conclusion rapide. C'est que les catégories, les propriétés qui sont habituelles, qui définissent les catégories maintenant, ne correspondent plus à la réalité. En fait, ce réel microscopique, tout ce que le langage en dit, tout ce que le langage nous dit du réel n'est pas le réel. La physique quantique ne nous dit pas ce qu'il est, elle nous dit ce qu'il n'est pas. Il est en fait sans trajectoire, il n'y a pas de propriété déterminée avec la mesure, il est non séparable, non local. Et tout ce réel nous échappe à nos sens, une impossibilité de pouvoir y accéder. La matière se dissout en quelque sorte dans l'idée. Et évidemment, cela a amené à plusieurs interprétations parce qu'on cherche en tant que physicien à savoir vraiment ce qui est caché derrière. Et cela donne plusieurs interprétations qui sont toutes cohérentes avec une même expérience. Et l'intérêt de ces impossibilités quantiques, c'est qu'elles ont donné lieu à la deuxième révolution quantique, dont Nicolas Gisin est un acteur principal, mais c'est surtout la révolution de notre vision du monde à laquelle ce nouveau paradigme nous appelle, et je pense que nous n'avons pas encore tiré les leçons de cette révolution. Inès Safi, puisqu'en physique quantique, en quoi cette physique quantique a bouleversé notre vision de l'atome? Vous parliez également d'un bouleversement de notre vision du monde. Alors, je vais justement rebondir sur l'atomisme de Démocrite pour faire d'abord un rappel historique. Commencer d'ailleurs, l'atomisme est apparu déjà en Inde, mais il faut quand même, j'insiste, sur la motivation d'ordre métaphysique de l'apparition de l'atomisme. C'était vraiment, ça montre la porosité entre les différents domaines, à la fois de la philosophie, de la théologie et des sciences, et les cloisons qui sont quand même modernes de nos jours, avec en particulier le positivisme. Et donc en fait, c'est déjà en 600 avant Jésus-Christ, on parlait de Konda, mangeur d'atomes, qui est donc un érudit en Inde, qui parlait d'atomes qui deviendraient visibles seulement quand ils s'assemblent.
Et on pense que ça a eu des influences sur l'atomisme grec, hein, ça remonte quand même à loin. Mais il y a une lecture de Démocrite qui est peut-être erronée, et Démocrite n'est pas, contrairement à ce que disent certains matérialistes philosophiques, un matérialisme au sens où il a réduit les atomes à des entités comme des billes, et il parlait même, je pense, d'après par exemple un philosophe allemand, donc Heinz Weizmann, que je vous invite vraiment à lire son ouvrage là-dessus, il a plutôt parlé d'idées. Donc ça ressemble plus à des idées de Platon, puisque des atomes pouvaient même être aussi plus grands que la Terre. Et par la suite, évidemment, Aristote avait mal interprété Démocrite pour en faire un adversaire facile à abattre. Et c'est ainsi que l'idée que c'était des atomes tout simplement comme des billes est restée quand même pérenne pendant 2000 ans. Ensuite, l'atomisme a été combattu par les Grecs, abandonné aussi par les pères de l'Église, et c'est grâce au Calem, qui est un mouvement donc des Mu'tazilites en terre d'islam, qu'il a été réhabilité. Et qu'il a été sur la raison, l'approche de la... Oui, exactement. Le Calem, c'est une doctrine rationaliste au sein de l'islam qui a effectivement défendu l'atomisme, mais de différentes façons, avec plusieurs doctrines, avec aussi la possibilité que les atomes ne soient pas étendus, mais aussi qu'ils soient éphémères, qu'ils ne sont pas éternels comme chez les Grecs. Et c'est grâce à ça qu'on va voir l'introduction aussi en Europe de l'atomisme, à travers Gassendi et Giordano Bruno, qui s'étaient imprégnés par cette ambiance islamique, et que petit à petit, effectivement, l'atomisme va trouver sa voie. Et une étape très importante, c'est l'atomisme accordé à la lumière par Al-Hazen, donc là on est dans l'année 1200, et là ça a été une étape très importante, donc cette nature corpusculaire adoptée par Newton parce qu'il avait l'ouvrage de Al-Hazen, et c'est une idée qui est revenue lors de la naissance de la physique quantique avec Planck et puis Einstein. C'est intéressant, on a des correspondances. Voilà, ce n'est pas une évolution linéaire, si vous voulez, tranquille de la science, il y a quand même des allers-retours qui sont très intéressants. Et du côté théologie, dans la réflexion, j'ai envie tout de suite de vous donner la parole, Inès Safi, sur ces questions de la mystique soufie qui parle des noms divins, des attributs divins, cette finalité de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Il me semble que ça rejoindrait un petit peu cette idée que Jacques Arnoux nous présente dans « Qu'est-ce que l'homme ?» un peu moins qu'un dieu. Oui, alors effectivement, la place de l'être humain, d'abord, pour moi, n'est pas conditionnée par la pluralité ou pas de mondes habités, puisqu'il peut tout à fait y avoir d'autres vies, mais cela ne contesterait pas cette place primordiale. Et c'est un petit peu à l'image des piliers dans une mosquée à la mosquée de Cordoue, où en fait chaque pilier a son importance, chaque pilier est un centre en quelque sorte du monde. La pluralité de ces mondes habitables a été envisagée au cours de la tradition islamique, et on la retrouve encore dans un ouvrage récent de Alawi au début du XXe siècle. Et c'est plutôt un signe de la puissance divine de pouvoir créer plein de mondes et plein de soleils. Ensuite, pour le statut de l'être humain, il est considéré dans certaines doctrines du soufisme comme étant l'esprit même du cosmos. Et donc le cosmos, en quelque sorte, serait un corps sans âme s'il n'y avait pas l'être humain. Et ceci me rappelle effectivement les hypothèses de ceux qui pensent, on va y arriver peut-être sur l'écologie, que la Terre pourrait peut-être continuer à vivre sans l'être humain. En fait, sa place est primordiale, et le cosmos est considéré aussi comme une image de Dieu dans un miroir. Et là, on touche aussi au monde imaginal. Alors, ce n'est pas l'imagination tout à fait, qui peut être déployée sur plusieurs niveaux, mais c'est un monde imaginal dans le sens où il est cette image dans un miroir. Et vous voyez, l'image, elle n'est ni égale à Dieu, ni égale au miroir. Et donc là, on est dans des ismes qui sont intermédiaires et qui sont un peu comme un rêve. En fait, le cosmos, c'est un peu comme le rêve de Dieu. Donc, il a une réalité, il n'est pas illusion, et cette réalité a besoin, puisque c'est un rêve, à l'instar de l'interprétation des rêves, a besoin d'être interprété. Et donc, il y a une sorte... alors, ces ismes, ils sont entre deux réalités différentes, donc ils peuvent tout à fait prendre les attributs d'une face qui se tourne vers Dieu, qui est en fait l'être avec grand E, ou vers la non-existence, en fait. Et on n'est plus dans le tiers exclu d'Aristote, puisqu'on est le A et le non-A peuvent être tout à fait vrais. Il peut être, et comme pour Dieu, en fait, il peut être oui, il peut être existant. En fait, le cosmos est à la fois existant et non existant. De manière très concise, une image poétique sur l'histoire d'amour entre un homme et une étoile. Ah oui. Alors, en de fait, la mystique soufie. Oui.
Je dirais que oui, cette responsabilité, pour moi, c'est aussi remettre au centre la sacralité de tout le cosmos, de tout ce qui l'habite, puisque tout est tremplin, manifestation, tout est lieu de théophanie de Dieu. Et en fait, j'aime beaucoup ce petit conte qui reste métaphorique de Cheikh Alaoui, qui dit que Adam et Ève, ce sont des jumeaux qui sont nés à partir d'une histoire d'amour entre l'étoile et la Terre. Et donc c'est l'étoile qui les a portés, et leur retour sur Terre n'est pas lié à un péché, d'ailleurs, cette notion, mais c'est juste qu'ils reviennent un peu vers leur Père. Et donc ce lien ombilical avec le cosmos, il se manifeste aussi dans l'idée que le cosmos lui-même est un macrocosme, en quelque sorte, qui détaille toutes les qualités humaines. Il y a une certaine correspondance, et la désintégration de l'être humain, malheureusement, elle est complètement, elle est tout à fait, je dirais, va ensemble avec la désintégration qu'on voit sur Terre, en fait. Et donc c'est vraiment pour moi l'enjeu capital de notre actuel auquel nous devons faire face.